Mesdames, messieurs, bien le bonjour. On est dimanche début de semaine, dimanche plaisir de vous retrouver, dimanche matin en ce 28 avril. On se retrouve pour la matinale, pour le dernier jour de l'équipe week-end. Et ce matin d'ailleurs sur le plateau, plusieurs invités vont défiler. Ils ne seront pas nombreux, mais les thèmes seront complètement différents. On va commencer par la propriété. Rappelez-vous, la copropriété, on en avait parlé déjà la semaine dernière avec un spécialiste en la matière, Mar Boukaroum. Il est expert foncier auprès des assurances. Avec lui, on va parler de la copropriété, le sol, le terrain, le bâti et la responsabilité. C'est les 4 points qui vont être évoqués quand vous habitez dans un immeuble. Qui est responsable du terrain? Bah oui, qui en est le propriétaire? La semaine dernière, rappelez-vous, on avait parlé, on avait dit que quand vous achetiez, si vous achetez d'ailleurs un appartement, vous achetez aussi des parts de l'espace commun, de la partie commune de l'immeuble. Eh ben, on va en parler ce matin. On va parler de la responsabilité aussi, de qui doit s'en occuper, de qui doit payer les dégradations, de comment ça doit fonctionner, de l'organisation. Tout ça, c'est avec Kamar Boukaroum. À suivre aussi, elle s'appelle Fatiha Mahtout Edrouk. Elle est animatrice d'ateliers pour enfants. Elle était installée en France pendant de longues années. Elle est de retour en Algérie. Elle donne d'ailleurs des formations sur comment gérer la semaine. Ça, c'est dans les écoles pour les enfants, donc les maternelles, le préscolaire également. Comment organiser un centre de loisirs, le fonctionnement du centre de loisirs également, on en parle avec elle. Et puis on recevra d'ailleurs sur ce plateau de jeunes éducatrices qui, elles, ont participé à des ateliers de formation de Fatima Mahtout Edrouk. Ce sera l'occasion d'en parler d'ailleurs ce matin sur le plateau. On finit tout à l'heure avec Myriam Moussaïd et ses fameuses plantes pour ne pas changer, comme chaque début de semaine. Voilà, bienvenue à vous tous en ce dimanche. La question que l'on pourrait se poser, c'est quel temps pour aujourd'hui? Quel ciel exactement? Temps printanier, plutôt estival ou plutôt retour en arrière hivernal? On en parle avec qui? Avec Frédéric Elchir, juste après le jingle. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, la météo de ce matin, c'est avec vous, Frédéric Elchir. Frédéric, bonjour. Bonjour à vous, Mahlad, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Heureuse de vous retrouver. Eh bien, c'est une journée printanière qui s'annonce. En effet, le soleil s'imposera encore une fois au nord comme au sud, malgré quelques nuages qui lui feront de l'ombre, parfois assez denses à partir de l'après-midi de l'extrême sud vers le Hogar, le Tassili, le Sahara oriental. Ces nuages sont accompagnés de pluies à caractère orageux. À signaler aussi des soulaments de sable au sud-ouest, au Sahara central. Beaucoup de brouillard en début de matinée, mais le soleil reprendra le dessus au fil des heures. Les températures, les voici. Elles repartent à la hausse, les maximales, vers le nord comme vers le sud, avec 25 degrés à Tlemcen, 26 à Oran, 23 à Alger, 24 à Tizi Ouzou, 28 degrés, c'est le maximum sur la partie nord à Relizane, Schleuf, un minimum de 19 degrés à Betna, 22 à Guelma, 20 à Nabas Kikda. En allant vers le sud, on relèvera cet après-midi 31 à Hassim Saoud. Il fera 33 à Béchar, 37 à Tindouf, 38 à Drar Ain Salah et un maximum de 41 degrés pour Boudbadji Mkhtar à Ngzem. Place ce matin au continent européen. En Europe, en revanche, la grisaille restera tenace et le soleil aura du mal à s'installer. Les nuages s'imposeront largement vers le centre, l'ouest du continent. Un temps couvert à Paris, à Londres, à Dublin, Berne, Bordeaux, Marseille, jusqu'à Berlin et Copenhague, Varsovie aussi. Le soleil s'imposera vers le sud. Les températures, eh bien, elles restent en baisse vers l'ouest avec 12 degrés cet après-midi seulement à Paris, 16 degrés à Bordeaux, 14 à Londres, 13 à Dublin, 18 pour Marseille, 23 à Madrid, 26 à Lisbonne et c'est le maximum, 24 à Athènes, 19 Bucarest, Budapest, 16 à Varsovie et enfin 26 aussi à Prague. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h32. Nous allons gagner une minute d'ensoleillement et le site les 3w.meteo.dz reste disponible 24 heures sur 24. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée, agréable moment avec vous, Mahrez. À tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous.
Allez, ciel lumineux et température de saison d'ailleurs ce matin midi. Le prochain rendez-vous avec toujours Fred. Merci Fred. Quant à nous, on va écouter un peu de musique dans quelques instants. Celui qui sera avec nous, c'est Ammar Boukaroum. Avec lui, on va parler de la copropriété. Copropriété avec le sol d'un côté, le terrain, le bâti et la responsabilité de la copropriété. Ce sera avec lui dans quelques instants. Mais juste avant, on va entamer cette matinale avec Massi Hemlerkem. On se retrouve juste après. C'était Massi, excellente matinée et premier invité sur le plateau, Ammar Boukaroum. Bonjour, bienvenue à Bonjour. vous. Vous êtes expert Bonjour. assurance bâtiment. On avait entamé la semaine précédente cette fameuse thématique sur la copropriété, peu connue. Vous avez parlé du manque de lois d'ailleurs qui régissent la copropriété. On va parler aujourd'hui du sol, du terrain, du bâti, de la responsabilité. On va peut-être commencer par l'organisation même de la copropriété. C'est le point sur lequel on s'était arrêté la semaine dernière. Qui est en charge
de la copropriété quand on vit dans un immeuble de 20 appartements, donc 20 locataires, donc une vingtaine de familles. À ce moment-là, qui est responsable des espaces communs? Tout d'abord, je vous dis merci pour ce deuxième rendez-vous. Ah, vous êtes chez vous ici. Voilà, merci. Donc, une pensée pour les personnes, les victimes de la semaine passée. On va en parler. On est dans la copropriété, il y a des personnes qui sont mortes, donc c'est important d'en parler. Par rapport à l'organisation, je souhaiterais parler surtout il y a 3 parties dans la copropriété pour en parler. Je vous rappelle que j'ai parlé l'autre fois de 2 achats que vous faites quand vous achetez un bien. La partie privative et la deuxième partie, c'est les quotes-parts des parties communes. Donc ces quotes-parts-là, on est dans une société, hein, donc dans une entreprise. On est à mi-chemin entre une association à but non lucratif et une entreprise qui gagne de l'argent. Dans ce cas-là, c'est ni l'un ni l'autre. On est à mi-chemin. Ça veut dire quoi? C'est des quotes-parts, ce n'est pas des parts. Ouais. Donc l'organisation, c'est comme une entreprise, sauf qu'elle ne fait pas des bénéfices. Et donc chacun répond de la part qu'il a achetée par rapport aux parties communes. Et donc l'organisation se fait sur une base d'une société. Donc les copropriétaires font une assemblée générale et décident, et c'est eux qui sont l'assemblée, ils sont la société. Oui, mais à ce moment-là, comment faire appel à l'Assemblée générale? Comment organiser une Assemblée générale? Tout d'abord, l'autre fois, vous avez parlé des promoteurs privés, oui, promoteurs immobiliers, vous avez dit qu'ils sont organisés dans le sens où leurs biens, quand ils vous vendent un bien, un appartement, il y a une prise en charge. Ce n'est pas venu par hasard, parce qu'il y a une loi sur la promotion immobilière datant de février 2011 oui, qui oblige le promoteur à garantir le bien qu'il a vendu. C'est comme si vous achetez un véhicule. Avant, ça n'existait pas. Donc, le promoteur, quand il vous vend un bien, il est obligé de vous remettre la deuxième partie dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la suite logique quand le notaire vous lit la désignation, ce qu'on appelle en arabe tayin, ce que vous avez acheté, il vous dit vous avez acheté tant de quotes-parts. Et automatiquement, il vous remet ce qu'on appelle le règlement de copropriété. Et dans ce règlement de copropriété, il y a 2 choses. Il y a un tableau descriptif, ce que vous avez acheté, les parts, la surface de votre appartement et les parts que vous avez. Et il y a une deuxième partie, c'est les règles des règles de cohabitation. Donc le promoteur vous remet, par l'entremise du notaire, il vous remet ces documents. C'est-à-dire, avant même d'arriver à prendre les clés de votre appartement, vous savez déjà qu'est-ce qui vous attend. Donc il y a une suite logique, et c'est ce que je vous ai dit l'autre fois. En 2014, il y a juste un document qui accompagne ce règlement de copropriété. Mais ce n'est pas ni un décret, ni une loi, ni rien du tout. Donc vous avez ces gens-là qui arrivent au fur et à mesure. Donc la vente ne se fait pas d'un coup. Donc, comme vous l'avez dit l'autre fois, plus de 2, déjà, vous êtes une assemblée générale. C'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Je l'ai dit hors antenne. Et moi, je l'ai répété à l'antenne. Okay. Non, alors là, vous parlez d'un cas bien précis. Vous parlez des promoteurs immobiliers. Quand ils vous vendent un appartement, il y a un service qui accompagne cela, un service qui n'est souvent pas gratuit, hein, ça faudrait le dire, avec un système de gardiennage, de nettoyage, avec des cotisations à payer. Ça, c'est une chose. Ça entre dans le cadre des promotions immobilières. Très bien. Maintenant, parlons d'un immeuble. Un vieil immeuble qui se trouverait en plein cœur de Biskra, de Bdjaya, de Tizi Ouzou, de Bouira ou d'Algessan. Voilà. J'arrive, j'ai 20 voisins. Comment organiser la copropriété? Elle n'est pas organisée, la copropriété, parce que... Alors, comment faire appel à une assemblée générale? Je dois annoncer... je peux pas vous ne le pouvez faire. pas. C'est ça le souci. On s'est arrêté sur les promoteurs, parce que les promoteurs, il y a une loi précise, c'est la loi de 2011, qui dit qu'ils sont obligés de garantir. Donc, donc ce n'est pas une fleur qu'ils font aux locataires. Le législateur a oublié avant 2014.
Il n'y a plus de biens par rapport aux législateurs avant 2014. C'est triste, Avant mais c'est comme 2011 ça. ou 2014? Pardon, 2014, parce que 2014. ce document-là est venu quand même 3 ans après 2011. Hein. Ah oui, Donc, quand même. oui. Et donc, avant 2014, c'est comme s'il n'y avait pas de biens. Mais l'autre fois, je vous ai dit aussi qu'il y avait un décret de 93 qui permettait à n'importe quel copropriétaire, vous venez, par exemple, comme vous le dites, vous venez, vous occupez les lieux, et vous avez, si vous voyez que il n'y a aucune organisation, vous pouvez vous adresser chez le président du tribunal sur une demande simple. Hein. Il va vous désigner comme étant le collectif. Vous allez être le collectif des copropriétaires. Et ça veut dire quoi, le collectif? Avant, on appelait ça le syndic des copropriétaires. Et aujourd'hui, on l'appelle, parce que c'est ça la définition exacte juridique. Le collectif. Le collectif, c'est un peu... on maintient toujours les idées socialistes et tout ça, collectif, etc. Mais le syndicat aussi, la loi de 1938 parlait de syndicat. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on parle de syndic et de syndicat. Et ça, c'est le syndicat de copropriété qui fait office il est souverain. Donc, il est souverain, c'est sa propriété. Oui. Donc, et il désigne quoi? Il désigne un syndic, un représentant qui gère le quotidien. Les gens vont qu'à leurs occupations, ils sont des fonctionnaires, ils sont voilà. Donc, il y a une personne qui s'occupe de cette gestion-là. Avant, on l'appelait syndic. Aujourd'hui, depuis 1994, on l'appelle administrateur de biens. Administrateur de... Donc je m'adresse au président du tribunal Voilà. de la commune, de la daïra à laquelle j'appartiens. Oui. Il me désigne donc collectif, le collectif. Le collectif Le de collectif. la copropriété. Le collectif seul, là. Donc Oui. tu es comme tout le monde. Tu es l'équipe, le chef d'équipe, l'entraîneur, le médecin. Absolument. Alors du coup, il me désigne. À ce moment-là, je peux réunir l'ensemble des copropriétaires. Oui. Et à ce moment-là, je peux mettre en place un règlement intérieur. Absolument. Vous pouvez ne pas les réunir, puisque... Non, mais moi, je veux bien faire les choses. Oui, oui. Moi, Mais vous avez le droit de ne pas les réunir, parce que... Oui, j'ai le droit de ne pas les réunir. Je vais finir comme le copropriétaire un peu aigri, qui garde la clé de la buanderie, qui garde la clé de la terrasse, qui garde la clé de l'ascenseur, qui ne la donne qu'à celui qui l'aime bien et qui ne la donnera pas à celui qui n'aime pas, parce qu'il n'a pas les mêmes positions politiques, parce qu'il est en divergence avec ce que moi je peux aimer. Non, j'ai envie d'être le bon copropriétaire. Donc je réunis l'ensemble des copropriétaires. Je peux mettre en place un règlement intérieur. Exact. Je peux installer un forfait participatif pour l'ensemble des copropriétaires, pour mettre en place un système de nettoyage. Oui. Donc faire appel à une technicienne de surface, Oui. dite anciennement la femme de ménage ou un homme de ménage, mettre en place un concierge, peut-être Oui. pour la gestion de Oui. l'ensemble des petits travaux au quotidien. Absolument. Donc ça, c'est possible. Absolument, c'est possible. Mais vous êtes un fonctionnaire, vous travaillez, vous mettez en place un syndic. Ouais. L'administrateur de biens qui, lui, il a un agrément qui est délivré par le ministère de l'Habitat. C'est une personne Ouais. officielle, hein, donc, Oui. qui est censée être dans les métiers du bâtiment, un peu dans les finances, etc. Et c'est lui qui va gérer cette copropriété. C'est lui qui va gérer la comptabilité, les salaires, les charges, etc. C'est pas vous. Vous êtes le souverain. Vous êtes, disons, la personne qui représente la copropriété. Voilà. Il est important d'avoir un syndic. Mais on parlait tout à l'heure de l'effondrement du bâtiment. C'est pas la Casbah, hein. C'est pas dans la Médina, c'est dans les environs. Effondrement. Écoutez, ça coûte de l'argent, un bâtiment, et ça coûte aussi des vies humaines. Oui, hélas. Voilà. Hélas. Et ce qui est triste, si vous voulez qu'on s'arrête un peu à ce niveau-là... Ah bah oui, parce qu'on va en parler. Voilà. La semaine dernière, effondrement oui. de 2 étages d'un immeuble de la périphérie de la Casbah, pas de l'intérieur, mais des immeubles qui ont été construits à l'époque coloniale, mais qui font partie aujourd'hui de la ceinture de la Casbah et de l'environnement Casbah. Mais ce qui est triste, 5 victimes déjà. Ce qui est triste, c'est que quand on voit les photos, bon, on est de là-bas, on voit tout ça, mais quand on voit les photos, les façades sont peintes. C'est ça. Ça veut dire quoi? Il y a eu ravalement de façade. Il y a eu ravalement, mais quand?
Il y a C'était pas longtemps. durant le passage du président, l'ex-président, l'année passée, Ouais. quand il y a eu l'inauguration de la mosquée Ketchawa. C'est ça. Et ensuite, on s'étonne. Pourquoi les gens réagissent comme ça par rapport au passage du Wali? Mais écoutez, le Wali lui-même, il était désolé d'être sous pression. Il a mis sous pression ses collaborateurs. Oui. Il n'était pas désolé pour avoir choisi de mettre au niveau du port d'Alger du marbre sur une longueur, sur la ligne ferroviaire, sur un linéaire de 500 mètres. Il n'y a que des chats qui passent là-bas. Et les gens, ils ont l'intuition, quelque chose qui ne va pas, quand ils réagissent comme ça. Et quand vous voyez, par exemple, les façades, vous m'avez parlé l'autre fois, on teint sur la place Odin. Il y a du ravalement là-bas. Et qui sont les propriétaires? C'est des gens qui sont copropriétaires. Pourquoi la wilaya vient, elle refait le ravalement? Puisque eux-mêmes, le wali il aurait obligé, il aurait forcé les copropriétaires à peindre leur façade. C'est comme si c'était une village, une maison quelconque. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'aimerais bien qu'on en parle, qu'on éclaircisse. Parce que vous dites des choses. Merci pour la facture de l'électricité. On va la voir dans quelques instants, si vous le permettez. Alors, l'année dernière, effectivement, il y a un programme qui avait été lancé par la wilaya d'Alger et la mairie d'Alger Centre. Qu'on soit bien d'accord. Sur le ravalement des façades, sur l'organisation des copropriétés. Donc, vous voulez dire que c'était hors prérogative, tout ça? Tout d'abord, en tant que citoyen, il faut s'interroger avec quel argent tout ça se fait. Bien sûr que c'est beau. Écoutez, on ne peut pas dire que c'est pas beau. À l'époque, on nous faisait, on nous disait, on vous a fait. C'est ça qui se passait. Écoutez, mais si on fait les choses, pourquoi les gens réagissent comme ça? Pourquoi ils mettent ils pourchassent un wali? Attendez. Maintenant, parce que vous répondez plus en fin de compte à la question. Alors. Je réponds par des questions. C'est gentil. Moi, je veux dire, non, mais vous êtes l'expert. Si vous êtes sur le plateau, c'est que vous avez des réponses à nous apporter. Je ne veux pas rentrer dans le sujet politique, vous comprenez? Donc, non, mais il n'y a pas de sujet politique. Voilà. Ce n'est pas l'émission qui parle de politique, de toute manière. Voilà. Ici, on parle de faits de société. Exactement. C'est un cas qui fait partie de la société, comme quand on parle des hôpitaux, ça fait partie des hôpitaux, ça fait partie de la société. C'est-à-dire, on n'est pas là pour débattre sur la politique. Oui. La politique, on aurait ramené des politiciens, Exact. l'un d'un bord, l'autre de l'autre bord, et puis clash, on les laisse s'auto-attaquer, et puis c'est réglé. Non, sur le cas de cet immeuble qui s'est effondré, ça relève de qui? Des copropriétaires, c'est ce que vous voulez dire? Mais les copropriétaires... Je vais vous dire une chose, Oui. Nous sommes dans une période où tout avis contraire, qu'on soit bien d'accord, il faudra assumer par la suite, Bien sûr. tout avis contraire, on a du mal à avoir un débat contradictoire. C'est-à-dire que tout avis contraire à ce que dit la masse, vous deviendrez l'ennemi de cette... Absolument. D'accord. Maintenant, on parle fait état al qanoun, comme on dit. Exactement. On parle selon les lois. Exactement. Nous sommes copropriétaires d'un... Tiens, je vais prendre mon cas. Je suis copropriétaire avec mon père, avec mes deux frères. On est d'accord? Ma soeur, on l'a chassée. Je rigole. Hein. Ma soeur a préféré aller partir. Soyez plus précis. Dans un seul appartement ou dans plusieurs appartements? Non, dans plusieurs appartements. Très bien, dans plusieurs lots. Non, je parle de copropriété. Je ne parle pas d'une maison où chacun aurait sa chambre. Là, ce ne sont pas les mêmes lots. Non, d'un espace où on est copropriétaire. Très bien. D'accord. Et il y a effondrement. On prend le sujet avec sérieux. Je sais que vous êtes un homme sérieux et un homme respectable. Merci. Et surtout une personne qui maîtrise bien son sujet. Alors du coup, et il y a une catastrophe à l'intérieur. Qui était le responsable? Tout d'abord, il faut s'assurer. Je rappelle qu'il y a une obligation d'assurance. Oui, mais là, je vous parle de victimes. Mais la responsabilité, s'il y a des règles, quand même, je vous ai cité tout à l'heure la possibilité d'aller au président du tribunal. Nul n'est censé ignorer la loi. Oui, mais nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi est tellement complexe que quelquefois, on n'arrive même pas à accéder à cette loi. Mais on est là pour ça aujourd'hui, justement. Aujourd'hui, voilà. Nous sommes en 2019, absolument, au XXIe siècle, absolument. à l'ère où des populations, où des pays inventent des fusées
qui vont dans le ciel pour faire la guerre. Absolument. Nous, on est encore là à parler de ravalement de façade, qu'on soit bien d'accord. Non, Nous avons plusieurs siècles de retard. On parle de copropriété. Oui, mais on parle de copropriété. Mais je veux dire, vous dites la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, la loi n'est pas venue non plus vers le citoyen en lui disant voici ce qu'est la loi. Vous savez très bien l'opacité de la justice. Absolument. Alors du coup, sur ce cas-là, qui est responsable? Écoutez, la responsabilité... Ah, c'est dur de répondre à cette question quand vous savez que dehors, le débat est passionnel. Moi, je vous dis simplement, je vous l'ai dit l'autre fois, les députés nous ont fermé la porte. C'est-à-dire là où les gens sont censés, parce qu'ils ont un salaire, de produire des lois, de fabriquer des lois. Et la loi, il n'y a pas que le couperet au niveau de la loi. Il y a une pédagogie, tout d'abord. L'introduction, c'est une pédagogie. Le préambule, c'est une pédagogie. Ensuite, c'est à la fin qu'il y a les sanctions. Oui. Donc, ces gens-là, quand vous allez chez eux, vous leur dites, voilà, je vous propose tel, je ne suis pas le seul, nous vous proposons telle démarche pour apporter des solutions depuis des années. Et eux, ce qu'ils font, nous avons perdu espoir lorsqu'ils ont fermé l'Assemblée avec des cadenas. Là, on s'est dit, oh, c'est pas possible. On a vu ça et on s'est dit, c'est terminé. Mais l'espoir est revenu à partir du 22. Oui. Du 22 février, on s'est dit, d'ailleurs je suis venu ici parce qu'il y a eu ce 22, sinon jamais je serais venu. Vous auriez boudé Pas boudé. Il n'y a plus d'espoir, il n'y avait plus d'espoir d'aller dans... Qu'est-ce qu'on nous disait? C'est pas possible d'organiser ce peuple dans un bâtiment. C'est un peuple qui ne peut pas être organisé. C'est vrai qu'on pourrait commencer par... Mais le 22, voilà, mais le 22, avant 14 heures, c'était toujours la même idée. À partir de 14 heures, les choses ont changé. Ce peuple peut être organisé. Pourquoi il est organisé sur les routes? Vous faites un parallèle un peu exceptionnel par rapport à... Mais c'est un tout. À la copropriété et à l'organisation. Bien sûr, nous sommes 40 millions d'habitants, mais on peut être, vous citez tout à l'heure 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. Donc c'est la même chose. Et je vais ramener la facture. Alors, montrez-nous. Alors, si je comprends bien, même si vous le dites à demi-mot, et je vous gênerai pas plus longtemps sur ça, c'est-à-dire quand on est propriétaire d'un appartement, quand on est copropriétaire dans un immeuble, avec les espaces, avec la partie commune et la partie privative, on est responsable de l'immeuble. On est responsable. Et le cinéma qui a été fait ces dernières années, je sais pas, et c'est dramatique ce qui s'est passé à la Casbah, et là, l'ensemble des personnes qui sont décédées, et nous témoignons encore une fois notre soutien et nous transmettons nos condoléances à l'ensemble des familles qui ont été touchées par ces drames-là. Mais le ravalement des façades et ce qui va avec, ça ne relevait pas en fin de compte c'était pas les prérogatives de la wilaya. Soit ils agissaient réellement, soit ils n'agissaient pas tout court. Mais soit on réhabilite et on construit et on aide et on consolide, soit c'est pas la peine. Alors du coup, la facture, allons-y. Je vous gênerai pas plus longtemps sur cette question, j'ai compris. Non, vous me gênez pas, mais j'essaie de répondre. Mais la facture, il y a ce qu'on appelle une taxe d'habitation ici. Oui, elle sert à quoi? C'est 150 dinars. Elle sert à quoi? Il y a un fonds de réhabilitation du parc immobilier. Ah d'accord, donc il existe. Okay. Il y a un fonds, il y a de l'argent. Et ces ravalements, d'où est-ce que la wilaya ou les wilayas ramènent cet argent? Eh bien, c'est de ce fonds-là. Et ce fonds-là, c'est vous qui payez la facture. Faites voir. Et ces gens... C'est votre facture à vous? Oui, c'est ma facture. Je veux bien... Elle est salée un peu. Je veux bien voir ce que vous utilisez chez vous. Ah oui, 5000 dinars quand même. Hein. Vous avez combien d'enfants? Oh, 3. J'adore, ouf, 3. Alors, vous avez 3 enfants, vous consommez 5000 dinars par trimestre? Oui, c'est exceptionnel, c'est l'hiver, il ne faut pas l'oublier. Ah bah oui. Voilà, vous avez un chauffage central? Oui. Ah, vous êtes sauvé quand même. Hein. Si vous aviez une installation électrique, ça vous aurait coûté plus cher. D'accord. Donc du coup, oui, vous parlez de la fameuse taxe. La taxe d'habitation qui est de 150 dinars. 150 dinars. Et imaginez-vous, vous êtes propriétaire ou copropriétaire d'un immeuble et on vient vous ravaler votre façade avec l'argent d'autrui. D'accord. Ouais. Et ça, les gens de la Casbah, peut-être ils ne l'ont pas compris, ceux qui ont réagi comme ça, mais ils ont une intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le cas Casbah est assez particulier.
Qu'on soit bien d'accord. Vous avez l'ensemble du parc immobilier existant à travers tout le pays, où effectivement, peut-être qu'il peut être régi de la même manière, mais le cas Casbah est assez particulier, parce qu'il est entre les mains de la wilaya, il a été entre les mains du ministère de la Culture, il a été entre les mains du ministère de l'Habitat, et puis il y a l'importance du patrimoine qui est classé aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on en a voulu, parce qu'on parle souvent de la Casbah, mais on ne l'a pas assez protégée, cette Casbah. D'où le drame qu'on a vécu. Parlons cette fois-ci du sol. À qui appartient le sol? Le sol, depuis 1989, la Constitution de 89, l'État reconnaît la propriété, défend la propriété des biens et des personnes. Donc le sol appartient à celui qui l'achète. Donc celui qui achète, il a ce qu'on appelle le dessous et le dessus. Donc le dessous, c'est pas comme aux États-Unis où le dessous va jusqu'au fin fond des réserves de pétrole ou de gaz ou d'eau. Mais là, c'est juste le dessous. En Algérie, c'est juste à partir de l'assise des fondations. Oui. Donc, je m'arrête un moment par rapport au sol. Le sol, quand vous achetez le sol, c'est pas terminé. Il faut aller dans le sens de l'aménagement du territoire. Avant d'acheter le sol, il faut que le territoire soit aménagé. Oui. Et aménager, c'est-à-dire c'est l'État qui est censé aménager le territoire pour que vous sachiez où est-ce que vous allez construire. Et est-ce que déjà l'État, qui est puissance publique, doit nous dire est-ce que le terrain il est constructible ou pas, par rapport au séisme, par rapport à plein de choses. Et donc, à un moment donné, la question du sol, elle est primordiale. Et c'est pour ça, je vous cite un exemple, celui qui s'occupe des sols, c'est l'expert géomètre, c'est lui qui détermine un peu les surfaces. On appelle l'arpenteur, hein. Il arpente, expert arpenteur. Mais ils sont en Algérie, ils sont 700 personnes, 700 experts géomètres. Et pour un territoire de 2 400 000 km, il n'y a pas d'école, c'est des experts géomètres cadastres. Hein. Il n'y a pas d'école de formation d'ingénieurs en cadastre en Algérie. Oui. Ce qui fait que ces 700 personnes doivent répondre à la demande de 2 400 000 km. Et quand vous allez, par exemple, construire comme ici à Alger, le terrain il est très, très, très accidenté. Je vous cite, il y a eu des cas, par exemple, à la butte de Benaknoun, il y a eu des cas à Sidi Yahya, d'affaissement, quelqu'un qui construit, il y a affaissement. Et donc, même les règles de terrassement n'existent pas. C'est ça. Il n'y a pas de règle de comment terrasser. Ensuite, l'affaire va aux tribunaux. Eh bien, les tribunaux ne peuvent pas trancher ce type de questions. Parce qu'il n'y a pas de règle, figurez-vous, il n'y a pas de règle de terrassement. C'est incroyable, mais c'est comme ça. On va vers la sécurisation des engins, des ouvriers, mais la technique, comment définir, creuser, parce que vous voyez autour de vous, hein, c'est creuser, comment creuser, quelles sont les règles pour creuser, il n'y a pas de règles. Ouais. Voilà. Et ensuite, vous avez... Mais qui est responsable en cas de... Quand vous n'avez pas de règles, monsieur, comment le juge lui-même, il va rester sans... Et ensuite, on va dire que la justice ne fonctionne pas. Tout d'abord, il faut donner l'outil à la justice pour pouvoir trancher. Mais si les gens qui sont qui étaient au niveau les législateurs, les députés, entre guillemets, ils ne font pas leur travail dans le sens où ils ne fabriquent pas, ils ne produisent pas des règles. Alors, comment voulez-vous que la justice puisse fonctionner? C'est des questions importantes. Et on va aller ensuite vers le permis. Avant d'aller vers le permis, il faut aller voir la qualité du sol. Donc là, on a parlé des délimitations du terrain, c'est l'expert arpenteur. Ensuite, il y a le sol, la qualité du sol. Vous achetez un terrain et vous allez vous retrouver avec un mauvais sol, où vous serez obligé d'aller creuser sur 4 mètres de profondeur pour faire un rez-de-chaussée. Vous êtes gentil, 4 mètres de profondeur. Hein. Oh, je vous dis. On a vu des cas à plus de 30 à 40 mètres de profondeur pour certains. Voilà, ça je ne le sais pas. Ah, je peux vous parler d'un cas qui se là, il faut ce qu'on appelle des pieux. À Madan ou à Drer, à l'entrée de Béjaïa, là où la prison a été construite, un homme a acheté un bout de terrain sur une colline, terre agricole, attention, il a décidé alors qu'il était en haut de la colline, de redescendre au niveau de l'axe principal. Voilà. Et il a creusé
si je ne me trompe pas, un peu plus de 50 Voilà. mètres. Et donc, En menaçant l'ensemble des bâtisses autour. Et personne n'a pu agir là-dessus. Et vous avez raison là-dessus. Maintenant, sur la question des terres agricoles, a-t-on le droit de les transformer en terres bétonnées? C'est ce qui se passe aujourd'hui. moi, je disais au départ l'aménagement du territoire. Oui, Pourquoi pas? Je veux dire, si le politique décide d'aller dans le sens d'aménager la Mitidja, mais pourquoi pas? Mais aménager, mais qu'il n'y ait pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qu'on appelle le refoulement des eaux. N'importe qui construit n'importe comment, et à un moment donné, tout le monde sait que la Mitidja, c'est des terrains marécageux. Et les eaux ont été drainées durant la période coloniale. Donc, à un moment ou à un autre, il y aura un blocage des eaux et ça va être une catastrophe. Et c'est ça le problème. Donc, c'est comment aménager. Il n'y a pas de souci par rapport au sol agricole ou pas agricole. C'est pas ça le problème. C'est décidant, il faut décider. C'est pour ça, moi, je souhaiterais parler de choses un peu peut-être qui fâchent. C'est partager, essayer d'aménager dans le sens de partager le pays selon des zones géographiques constructibles. Par exemple, les hauts plateaux ne ressemblent pas au littoral. Par exemple, le Tassili ne ressemble pas au plateau. Donc, parlons de région. Et quand on parle de région, parler de région, ça veut dire on fait une politique de, je mets 3 points, régionalisme. Et c'est des mots qui fâchent. Aujourd'hui, à partir du 22, nous, on peut parler de ça maintenant, puisqu'on sait que ce peuple-là ne pense pas régionalisme dans le sens ancien du terme. Il parle d'unité nationale. Absolument, il parle d'unité nationale. Donc, il faut aller dans le sens de faire une politique des régions. Politique des régions, si vous le souhaitez. Oh, on va devenir camarades, vous et moi. Si vous le souhaitez, vous revenez la semaine prochaine, on continuera sur la thématique. Avec plaisir. Ah, si vous êtes dispo. Hein. Toujours dispo. Pour la bonne cause. Et je rappelle que votre facture du trimestre passé est de 5013 dinars et 50 centimes. Ouais, je l'ai payé. Hein. Sinon, maintenant on coupe. Hein. On coupe. Ah, maintenant on coupe. Et il y a les taxes d'habitation dedans. Ouais, 150 dinars. Ça veut dire que vous êtes obligé de payer, sinon... Ouais, c'est fou. Hein. À la semaine prochaine. Ok. On se retrouve le week-end prochain, ce sera avec plaisir. Merci, Monsieur Boukaroum. Monsieur Ammar Boukaroum, expert assurance bâtiment. Aujourd'hui, on parle de la copropriété. Alors, un domaine qui est très peu loti en loi, très peu d'ailleurs réglementé. Et d'ailleurs, même s'il y a eu une tentative des professionnels qui sont allés vers des représentants du peuple, dit les députés, à l'époque, les députés avaient fermé la porte à toute discussion, ne voulaient pas entendre de ces fameuses propositions des experts. Aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, parler du bâti, parler du terrain, parler du sol, parler de la copropriété, de son organisation, parler de comment ça fonctionne. En tout cas, on poursuivra dès la semaine prochaine. Merci, Monsieur Boukaroum. Merci à vous. Dans quelques minutes, sur ce plateau, plusieurs invités vont défiler. On va parler de formation. Formation, pas chez n'importe qui, attention. Hein. On va parler formation dans le domaine, tout simplement dans les écoles, les loisirs dans les écoles, le préscolaire en particulier, les maternelles également. Sur le plateau, plusieurs invités, Camélia Edroug, il y aura aussi Rim Drish, qui est institutrice, il y aura Fatiha Mahtout Edroug qui sera sur le plateau, et d'autres invités d'ailleurs, Imen Dorban notamment. Mais ça, ce sera dans quelques minutes. Juste après, tiens, ce beau reportage sur un village qui se trouve à Tizi Ouzou. Alors vous l'avez peut-être vu, mais moi je m'en lasse pas. On parle de ces villages qui sont réhabilités, qui ont fait partie de notre passé. Eh ben ça tombe très bien parce que c'est le mois du patrimoine depuis le 18 avril jusqu'au 18 mai prochain. Et c'est peut-être l'occasion aussi de parler de ces villages qui, eux, détiennent une partie de notre histoire. Eux ont vu passer des visages, des hommes, des femmes, des combats, des valeurs et des principes, mais surtout qui, eux, sont à la mode actuellement. On essaie de les réhabiliter. Voici le reportage de Fali El-Hamdi, on se retrouve juste après. Le collectif du village d'Eit Houna a organisé une rencontre débat et d'échange autour du thème patrimoine matériel et immatériel de la Kabylie, animé par Kamel Iftisen, architecte et membre du collectif du village, avec la participation d'imminentes personnalités de la culture. Réhabiliter et valoriser les villages, en faire des destinations touristiques, promouvoir le tourisme solidaire pour diversifier les produits touristiques de la wilaya. Voilà, entre autres, les objectifs de tous.
14 h. Juste après la pause déjeuner, une visite au village ancestral d'Eiterhouna s'impose. Eiterhouna est un village côtier distant de 75 km de la wilaya de Tizi Ouzou et à 15 minutes de route du chef-lieu de la commune d'Ezfoun. C'est un village qui recèle un patrimoine matériel inestimable. Nous allons aborder un petit peu l'état physique du village. Nous avons une très très grande chance que le village soit préservé de lui-même, vu que les gens n'ont pas eu une nécessité de démolir les anciennes maisons pour reconstruire les nouvelles. Ils se sont carrément déplacés vers les commodités, vers le bas. Ce qui fait, de cette manière, le village s'est vu préservé. Et nous, préservé dans une image, il faut le rappeler, vraiment ancienne, très très ancienne. D'où notre intérêt pour ce trésor, essayer de le déterrer et puis pourquoi pas le mettre en valeur. Ces endroits naturels paradisiaques offrent un regard magnifique sur plusieurs angles. Le projet de réhabilitation a déjà commencé. La hiérarchie et l'organisation du village est tellement riche qu'à l'époque, on parle là du village ancestral, c'est-à-dire ça remonte à des millénaires. On arrive même à dissocier l'accès de l'homme de l'accès de l'animal. Là, nous sommes devant Tabourt Bafir, c'est la porte de Afir en quelque sorte, certainement en rapport à un lopin de terrain quelque part. La porte ici, elle est dédiée à l'homme en général, c'est-à-dire l'homme et la femme, etc. C'est le passage de l'humain. Alors qu'un petit peu plus loin, on va retrouver Tabourt Nslah. C'est une porte qui est dédiée aux bergers. C'est-à-dire quand ils vont vers les pâtures, ils ne sortent pas de cette porte avec leurs animaux. Ils sortent de l'autre porte. Et quand on dit porte, ça veut dire on parle de clôture. Et là, nous sommes devant une clôture naturelle, des fois. Donc il y avait souci de préservation du village, de défense du village, de protection du village. Et ça, c'est un phénomène qu'on ne retrouve pas dans tous les villages kabyles. D'où témoigne peut-être de son fait ancestral qui remonte à très 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 loin. Donc le village, il est protégé d'une manière naturelle par des falaises en quelque sorte. Et des fois, il y a besoin de reconstruire l'édifice, c'est-à-dire enceinte. Vous voyez, donc c'est ça un petit peu la richesse. Donc une des portes. Main dans la main, tous pour sauvegarder ce magnifique village. Une belle initiative qui a été accueillie à bras ouverts par les villageois. On a procédé à l'ouverture de toutes les pistes et toutes les ruelles de ce village pour permettre aux familles et aux enfants de visiter ces lieux. Ensuite, si on pourrait restaurer au moins quelques maisons pour qu'elles restent comme échantillons. On se rend compte qu'on est prêt à donner je ne sais pas quoi pour être simplement autorisé à planter sa tente de temps en temps à cet endroit pour voir ce paysage extraordinaire, fabuleux, je n'exagère pas. Et quand on se rend compte d'une deuxième chose, c'est que quand on marche dans les rues du village, on a des maisons relativement basses. Elles font donc au sommet de la toiture peut-être 3 mètres, 2 mètres pour les murs, en pierre pleine. Je pense que vous les avez filmés. Et que les gens qui ont reconstruit, on va dire, à côté de leur maison, n'ont pas dépassé ces hauteurs. Donc il y a déjà une chose remarquable, c'est le respect par les habitants de l'authenticité de leur village. Nawardia est le symbole du village et sa mémoire vivante. Elle nous raconte l'histoire de chaque instant vécu dans ce village, des souvenirs et des anecdotes. يتبعتي تروحي تبعتي دفير بضمي دقيقة هذا صار هنا قرنت وني بسخاق مد بضار ديالنا وفاتي ديالنا سربا ديالنا وتاكل سيس امس الزغداقي
من البناني خمل الزغال تعيشين الهنا. Un peu plus loin, notre équipe est partie à la découverte des allées couvertes d'Etruna. Ces monuments proto-historiques constituent une nécropole littorale sur la côte d'Ezfoun, un des rares sites funéraires mégalithiques. Les allées couvertes d'Etruna sont des monuments funéraires qui datent de 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est des tombes où l'homme préhistorique enterré ses morts. On peut dire que c'est le début de la sédentarisation. Les allées couvertes d'Etruna sont uniques en Afrique du Nord. Il y en a chez nous ici 14, dont la plus grande elle est de 15 mètres de long. C'est des couloirs avec des murs, avec des dalles en pierre. Etherhouna est un musée à ciel ouvert en même temps qu'une destination touristique. Les maisons traditionnelles kabyles sont l'identité de ces villages presque abandonnés par leurs propriétaires. Il est temps de les réhabiliter et de les promouvoir afin de rendre la vie à ces anciennes bâtisses. Rendre la vie à ces anciennes bâtisses. C'était un reportage signé Friel Hamdi à l'occasion du mois du patrimoine, mettre en avant ces fameux villages anciens qui pourraient représenter d'ailleurs un atout touristique. Excellente matinée comme annoncé ce matin. Le deuxième volet et le deuxième surtout thème que l'on va aborder ce matin, c'est les loisirs pour les enfants, la prise en charge des enfants de 3 à 6 ans. Pour en parler ce matin avec nous, Fatia Mahtout Edroug, bienvenue à vous. Bonjour. Alors vous avez lancé un centre de formation. Vous avez lancé des formations dont on va parler dans quelques instants, mais vous avez lancé aussi un institut, l'Ulysse Blanc, qui se trouve à Bouzréa, pour être plus précis. Vous accueillez des enfants de 3 à 6 ans. Vous avez lancé aussi un centre de loisirs en parallèle. C'est ce même espace qui devient un centre de loisirs durant les moments durant les périodes de vacances et autres. Et ça, on va en parler. Alors, vous êtes accompagné aujourd'hui, d'ailleurs, sur ce plateau, par votre jeune fille. Alors, votre jeune fille qui s'appelle Camélia. Camélia Edroug, bonjour. Bienvenue, c'est votre premier passage télé. Alors, vous soutenez maman. Oui. Vous soutenez le projet pour intégrer l'animation dans les écoles. Vous fréquentez les centres de loisirs en France, à Paris. Vous avez résidé toute votre vie, d'ailleurs. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de cette expérience. Troisième invité avec nous, Rim Derriche. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez un master en anglais et en langue française. Effectivement, oui. Vous avez opté pour une formation avec Madame Fatia. Oui, tout à fait. Vous avez un joli t-shirt aujourd'hui. Ah, merci. Alors du coup, vous avez intégré l'Ulysse Blanc, vous, en plus de vos formations universitaires, en formation, j'allais dire formation... vos études supérieures, vous souhaitez devenir une institutrice. Inch'Allah, oui. Vous êtes passionné par les enfants? J'ai un bon feeling avec les enfants et je sais que je suis capable d'encadrer des enfants. Donc je peux encadrer des enfants, j'en suis capable. Ouais. Donc c'est pour cela que voilà, à quel moment vous vous êtes dit tiens, je vais opter pour ça? Ça m'a toujours passionné. J'ai toujours aimé, jouer avec les enfants et tout ça. Et voilà, on va dire que j'ai tenu la chance de travailler avec Madame Fatia et Inch'Allah, dans le futur, je vais réaliser c'est pas un rêve, mais je vais faire un truc que j'aime, quelque chose que j'aime, quelque chose dont je suis passionnée. Elle est gentille, maman? Oui. Elle est tranquille? Oui. Écoute, vous la voyez souvent? Oui. Oui? Si, je la vois souvent. Vous êtes plus en France ou en Algérie? Alors maintenant, plus en Algérie. Elle vient me voir comme nous, là-bas, on a 1 mois et demi, on a des vacances. On a chance, 4 fois par an, donc elle vient assez souvent. Oui. Et l'été est un peu plus court. Voilà. La reprise durant l'été. L'été, on a juillet, août, voilà. Voilà, juillet et une partie de août. Bon, on va en parler. Fatia Mahtout Edroug. Alors, vous avez été éducatrice en France à la mairie de Paris. Vous avez développé pas mal de choses. Vous avez décidé de revenir en Algérie, de partager votre expérience. Alors, c'était vu il y a plus d'1 année. Vous aviez un projet de livre. Alors, il est où? Ils sont là, les livres. Les livres sont enfin sortis. 3, 4, oui. C'était au stade de projet à l'époque. Là, vous les avez édités chez qui? À Paris. Ah, oui. Chez vous-même? Non, pas chez moi. Chez Print Corp. D'accord. Ouais.
Vous les avez édités, vous les avez ramenés par Oui, Fatia Partout oui. et Drouk. Voilà. Alors du coup, vous arrivez en Algérie, vous lancez votre on appelle ça un institut, c'est ça? École maternelle. École maternelle. Oui, école maternelle privée. Donc, Oui. au début, je ne vous cache pas, Mahrez, donc je suis passée plusieurs fois à la télé, puis j'en ai parlé. Ce que je voulais, moi, c'est vraiment former pour pouvoir... déjà, parlant de mes livres, je voulais les éditer chez moi en Algérie parce que j'aime mon pays. Et ce genre de livres, on va dire... il n'existe pas. C'est des livres, on les achète toujours, qui viennent de l'étranger, parce que c'est l'apprentissage à travers, bon, les contes, oui, mais pas, parce qu'il faut vraiment être dans l'animation pour pouvoir proposer ce genre de livres, c'est apprendre à travers le jeu, d'une façon ludique. Oui. C'était difficile. Donc moi, et je relance aussi toujours, je persiste pour pouvoir les éditer en Algérie, pour qu'ils puissent, pour que tous les enfants algériens puissent avoir accès et puis tomber entre les mains de tous les enfants. Là, ils sont en euros, je ne peux pas convertir, c'est pas facile, c'est pas possible. Et c'est pas pareil. Voilà, et c'est pas pareil. Et moi, j'insiste sur la qualité. Vous voyez, c'est des livres qui ont la couverture à 2 mm, 3 mm presque. Et Mais on produit ça en Algérie. Voilà. Pardon ? Ça existe, ça, en Algérie. Ça existe, mais il faut une très grande quantité. À partir de 3000 par livre, j'en ai 5. Et parce que ils se font à l'étranger. Voilà. Donc, non, on les produit voilà, ici. on les produit, je tiens à vous le dire. Bon, on les produit. Bon, c'est pas le débat du jour, parce qu'on avait déjà présenté vos ouvrages la fois passée. Voilà. Alors, l'aventure de l'Ulysse Blanc, comment a-t-elle commencé? Elle a commencé quand? Et vous avez commencé à travailler quand exactement? Alors, depuis déjà 2014, au début, je voulais vraiment me lancer dans la formation, former des éducatrices, les BAFA. Donc, éducatrice, c'est un mot aussi que on emploie dans d'autres structures en Europe. Ici, c'est l'animation. Donc, quand on dit animation BAFA, j'insiste, comme les diplômes que j'ai, c'est l'animation au niveau des maternelles et des élémentaires, de 3 à 6 ans en maternelle et de 6 à 10 ans en élémentaire. Donc, c'est une équipe qui intervient en alternance avec les institutrices. On ne travaille pas de la même façon. BAFA, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animation. Voilà, d'animation. Et BAFD, brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, pour pouvoir accueillir les enfants pendant les grandes vacances ou les petites vacances en collectivité dans les écoles. Voilà. Donc c'est une équipe qui intervient après les cours. Oui. Donc l'enfant, il est là de 8h30 à 11h30. 11h30, les instituts sont là. C'est pas les instituts qui font toute la journée. Après, c'est l'équipe qui vient pour 2 heures pendant la pause méridienne. Oui. Et là, ils viennent avec des projets, de vrais projets, avec des jeux, une ludothèque, tout ça. Et l'après-midi, après les cours, 15h, les cours se finissent à 15h ou à 16h30, 2 fois par semaine. Et après, c'est le temps d'étape, temps des activités périscolaires. Et là, ce ne sont pas ni les éducateurs, ni les instituts qui rentrent chez elles parce qu'elles ont passé beaucoup de temps avec les enfants. Ce sont nous, les animateurs, qui viennent et qui prennent le relais avec des projets d'art plastique, artistique, des sorties, des sorties pédagogiques. Donc c'est ça que je veux promouvoir chez moi, c'est vraiment former ces personnes pour avoir le BAFA, et on commence à 16 ans. Mon fils, à 16 ans, il a eu son BAFA. Il viendra nous aider, Inch'Allah, parce qu'il a beaucoup travaillé dans les écoles élémentaires, tout ce qui est sportif. On est des spécialistes d'organiser un vrai centre de loisirs, avec les sorties, comment faire, comment procéder, comment faire les règles de vie, comment passer une journée quand il pleut, quand il ne fait pas beau, que les enfants ils sont confinés à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Mais leur proposer aussi avec un matériel qu'on doit avoir. Donc chez nous, moi je dis, s'il vous plaît, essayez de m'aider pour pouvoir justement lancer ce genre de projet qui est très intéressant pour les enfants. Dans les écoles privées, c'est très bien. Moi, j'aimerais bien aussi aider. Là, je vais faire j'ai commencé déjà à travailler donner un peu mon savoir dans les écoles privées. Comme ça, je venais avec mon billet, j'ai été frapper à des portes, des gens qui m'ont ouvert leurs portes, c'est super, même dans les écoles étatiques, pour leur expliquer un petit peu que ce n'est pas possible de recruter des gens de 8h ou voire 7h30, parce qu'il y a la garderie, à 18h ou à 19h avec la même équipe. Ça ne se fait pas, c'est pas possible. Donc peut-être que ces établissements n'ont pas les moyens non plus, non? Pardon, n'ont peut-être pas les moyens.
Non, en fait, c'est pas une question de moyens. C'est juste un petit déclic qu'il faut que ça arrive et qu'on prenne conscience, même les parents. Donc, une personne, même un jeune, moi, j'ai recruté des jeunes, Rim, elle a à peine 25 ans, toute mon équipe. Mais elle a donné votre âge. Voilà, les jeunes. Alors posez-lui la question, est-ce qu'elle peut, ça fait 2 mois qu'elle est avec nous plus en formation, on ne peut pas courir après des enfants 3, 4 ans, 5 ans, 8h30 à 18h avec une heure de pause. Donc vous dites à l'ensemble des établissements, garderie et maternelle, il faudra payer plus, quoi, avoir plus de personnel. Ben non, une équipe, quand on a forfait, moi j'ai toujours été animatrice, même si je suis dans la formation, je commence à 11h30, j'ai mes 2 heures, 11h30, midi et demi, après je reprends de 15h ou 16h30, 18h30, j'ai un forfait, même pendant les vacances, je fais 1 semaine sur 2, l'été pareil, j'ai un forfait et puis j'ai ma paye. Un forfait horaire. Vous êtes payé par heure Ça dépend, quand on est titulaire, non, quand on est vacataire, oui. Et on paye très bien. Vous parlez d'une organisation qui est complètement différente de celle existante en Algérie. Voilà, oui. Voilà. Donc, vous savez que les freelances n'existent pas dans la loi du travail. C'est-à-dire qu'ils existent, ils sont tolérés, mais en réalité, les entreprises bataillent pour pouvoir les payer. Parce que pour la classe ou pour les impôts, un employé qui fait 5 minutes ou un employé qui fait 8 heures par jour, c'est absolument la même chose. Moi, je pense que c'est... Je vous dis ça, après je dis rien. Mais si on prend en considération l'épanouissement de l'enfant, l'intérêt des employés aussi, à savoir qu'on a affaire à des enfants en maternelle, petite, grande et moyenne section, pour pouvoir leur inculquer plein on va dire, travailler sur l'épanouissement, sur leur autonomie. Et cette méthode, tout le monde le dit, dans la terre entière, quand on pose la question, que ce soit les psychologues ou les pédiatres, on est tous d'accord que le meilleur compagnon de l'enfant reste le jeu. À travers le jeu, il se découvre, il s'épanouit, il se construit et il se sociabilise. C'est très important. C'est cela. Voilà. Alors, on va suivre quelques images et puis juste après, on reviendra sur votre expérience, sur vos expériences à vous deux. Excusez-moi, il y a des parties du studio qui partent en cacahuète. Allez, c'est parti. Des images de l'Institut Ulysse Blanc. Et on se retrouve maternelle. Voilà. On se retrouve juste après. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ça ou ça? Bravo. Et là, qu'est-ce qu'on dit avant de... là, c'est pareil, c'est très coloré, c'est des petites portes comme ça, avec là. Voilà, bravo. Et toujours, on expose. Voilà. On touche pas à ça. On va essayer de les mettre. Comme ça. Bravo. Tu as un cœur. Oh là là. Racine. Voilà. Voilà. Yanis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu as... Là, oh. Alors, est-ce que vous savez comment on appelle ce jeu? Bravo. On va les laisser sortir. Mettez-vous. Regarde. Notre c'est mal, elle est gentille. t'es là. Egg. Et comment on appelle un lapin en anglais, en English?
quoi les filles? On joue à la barre. Non, non. On joue au bébé, c'est super. On joue au bébé, c'est super. On joue à la poupée. Oh, on a oublié de jouer. Ok, donne-moi ça. Alors, pompier. Voilà. كيفاش ناخذوهم هكا Encore. Allez. C'est quoi? J'ai pris un là. Regarde, c'est quoi? J'ai pris un lapin. Et là, et là. Voilà, c'était quelques images qui racontaient un peu l'ambiance dans votre établissement. Vous avez combien d'institutrices à vos côtés, d'éducatrices et d'animatrices de loisirs? Alors pour le moment, je suis en train de former. J'ai Rim, j'ai Imen, j'ai aussi une professeure qui va faire une institut prof d'arabe. Donc on fait double programme français-arabe et puis initiation à la langue anglaise. Ouais. Et je suis en train de justement Combien à la d'enfants? recherche. Alors j'ai une capacité de 70 dans mon ouais. D'après la DAS parce que c'est eux qui c'est normal. Ouais. 70. Moi j'aimerais bien m'arrêter à une cinquantaine pour le début. Là. Voilà, parce qu'en fait je forme en même temps, c'est pas facile. Ouais. En fait, voilà. C'est un projet qui aboutit en fin de compte. Vous en rêviez vous de lancer votre école ici à Alger? Beaucoup. En Algérie, moi j'aime beaucoup mon pays. Sincèrement, je suis rentrée pour faire ce projet. Au début, je vous l'ai dit, je voulais vraiment avoir une école étatique, sans pouvoir louer, puis lancer ce projet. Moi, ce que je voulais... Vous vouliez être salarié, quoi. C'est former. C'est être dans la formation. D'accord. C'est avoir une équipe, gérer, et puis je suis sûre que j'aurais trouvé les parents, parce que je l'ai déjà fait dans les maisons des jeunes, par exemple à Baïnem, tout ça, et que les parents y contribuent quand on leur demande d'y viennent. Et sachez, chers parents, que aussi on travaille beaucoup avec le recyclage créatif. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de... Bon, les jeux et tout, c'est sûr. Donc ça aurait été plus facile pour moi. Donc là, j'ouvre cette école pour pouvoir former et en même temps recevoir des enfants et lancer cette... Après, j'irai vers mes collègues des écoles privées. Mais en attendant, vous avez lancé votre école. Rim Derriche, vous voyez dans quoi va consister votre job dans les mois à venir? Une fois votre formation terminée. Oui, donc étant institutrice, enfin future institutrice, donc là, je dois aider les enfants à tout d'abord à apprendre, donc c'est notre but principal. Et puis par la suite, ce n'est pas n'importe quel apprentissage, c'est-à-dire nous, on favorise l'apprentissage à travers le jeu. Ouais. Parce que le jeu étant le meilleur compagnon de l'enfant. Donc c'est une méthode c'est-à-dire dans laquelle l'enfant il va réussir à se, on va dire entre parenthèses, se repérer. C'est-à-dire les enfants, c'est pas un vase qu'on leur remplisse, c'est comme on dit une fontaine qu'on laisse jaillir. C'est ça. Donc voilà, donc nous on est là à aider les enfants à les pas les éduquer, mais à les en fait à contribuer à leur contribuer. Voilà, d'une certaine manière, c'est sûr. Les emmener à faire tout seul, par exemple. On a des objectifs. L'épanouissement, l'autonomie de l'enfant et l'aider à faire tout seul. Voilà, c'est l'autonomie. L'aider à faire tout seul. Donc, il va apprendre. Donc, d'une certaine manière, il y a l'éducation aussi. Voilà, bien. Institutrice pour lui apprendre à lire et à écrire. Par exemple, le graphisme, il va apprendre les couleurs, les objectifs de la maternelle en général, c'est quoi? C'est que l'enfant doit se repérer dans l'espace, se repérer dans le temps, apprendre les jours de la semaine, les jours en français, en arabe, en anglais, mais d'une façon ludique.
Donc là, d'où l'intérêt de cette formation, c'est que mes institutrices et l'équipe d'animation doivent apprendre à le matériel qu'ils vont utiliser en art plastique, en art artistique. On va faire des spectacles. Donc même les instituts, elles vont pouvoir faire du théâtre, elles vont pouvoir chanter, danser, faire de la motricité. Pas qu'en centre de loisirs. C'est comme ça que ça se passe. Normalement. Mon expérience. Alors du coup, mais la langue française et l'anglais, vous allez en faire quoi? Vous êtes quand même diplômé, quoi. C'est pas rien. Bah oui, c'est sûr. Donc moi j'aimerais. Voilà, il y a tout un programme. C'est un programme pédagogique à suivre comme toutes les écoles en fait. Donc, mais il y a une manière. C'est la méthode. Voilà, exactement. Donc c'est la méthode, c'est le fonctionnement, c'est ce qu'on apporte de nouveau. Donc c'est l'apprentissage à travers le jeu. Et comme ça, comme ça, l'enfant, il va pas s'ennuyer, on va dire. C'est ça. Donc, exactement. C'est-à-dire qu'il va apprendre, mais en jouant. C'est ça. Voilà. C'est super. La lecture, il va faire les maths. en plus. Oui, initiation, il va apprendre aussi à compter, mais pas à compter à 100, déjà en maternelle. Les objectifs, c'est qu'il doit compter à 50, c'est bon, en grande section. Voilà, c'est le maximum. On va prendre les formes géométriques, le carré, le triangle, le rectangle, c'est aussi limité, c'est ce que j'ai mis dans mon livre. Donc il y a de la lecture, il y a aussi de l'écriture. Oui. Voilà. Elim, la formation est compliquée ou pas? Bah non, du tout. C'est-à-dire que moi, je m'amuse, pour être honnête. Donc, moi, je m'amuse en faisant ça. Oui. C'est-à-dire que j'ai retrouvé mon côté là. Voilà. Vous êtes retombé en enfance? Bah oui. La ludothèque, on fera une formation. J'ai plus de 150 jeux. Elles sont obligées d'apprendre à jouer. L'ensemble des jeux. Voilà, l'ensemble. Là, on prend un enfant, par exemple, dans mon école à Paris, on y monte et tout de suite, ah mais tiens, viens, on va jouer ça parce que ils connaissent tous les jeux parce qu'ils ont l'habitude. Donc, ludothèque, pareil, Mikado, les jeux d'extérieur, motricité pendant le centre de loisirs et avec les maîtresses, elles font aussi la motricité. Donc, il faut qu'elles apprennent aussi à nommer les modules et les objectifs. Pourquoi on propose ce genre de jeux, d'activités. Ouais. Alors, de l'autre côté, il y a votre fille qui est très silencieuse depuis tout à l'heure, Camélia Edrouk. Alors, vous soutenez beaucoup le projet de l'intégration des loisirs dans les écoles, les maternelles en particulier, les garderies également. Vous êtes tombé dans ça à quel âge? À quel âge? Oui. Vous avez toujours aimé ce que faisait maman? Oui. Ouais. Mais depuis toute petite. Vous l'avez accompagnée sur le terrain? Vous avez assisté avec elle? Oui, bien sûr. Hier, elle m'a beaucoup aidée. Oui. Laissez votre fille parler. Je la laisse parler, elle est timide. C'est pas grave, on va la faire parler, c'est notre job. Allez, Hamza. Pardon. C'est pas grave. Mon jeune frère s'appelle Hamza, donc voilà. c'est pas un problème. Alors du coup, tiens, vous avez quel âge vous? 14. Non, 14 ans. Vous êtes en vacances actuellement? D'accord. Vous êtes en quelle année? En quelle année? Ça, vous êtes allé, vous êtes oui, au collège, en troisième. D'accord. Alors du coup, vous avez fait la petite formation BAFA ou pas? Elle est passée par le BAFA? Non, pas encore, 16 ans. C'est à 16 ans. C'est à 16 ans? Vous allez faire le BAFA? Oui, j'aimerais beaucoup pour pouvoir l'aider par la suite. Ouais. Et quels sont les loisirs, selon vous, qu'il faut absolument intégrer pour l'épanouissement des enfants? Bah, il faut passer par le jeu, la peinture, le théâtre, etc. Ouais. Vous êtes passé par ça, vous? Oui. Oui. Bien sûr. Moi, j'ai beaucoup côtoyé les centres de loisirs quand j'étais petite, ouais. Et vous avez beaucoup accompagné maman. Elle est bonne à l'école? Oui, elle travaille très bien. C'est grâce à ça, vous pensez? C'est parce qu'il y a eu un épanouissement déjà dès moi, le je jeune lui dis, elle a toujours ses doudous et elle adore ses poupées jusqu'à maintenant. En même temps, elle a 14 ans, elle en a pas 25. Oui, et bien les jeux, vous savez, les jeux... rassurez-moi. Non. Non, ça va aller. Vous savez, il y a je joue avec celle de mes sœurs. Pour les adultes, pour les adultes, donc quand on part en vacances le soir, on fait quoi? Les jeux de société, même pour les. Et moi, je ferai des portes ouvertes. Les parents viendront jouer avec leurs enfants parce que il y a des jeux qui sont adaptés. Et puis voilà, c'est un moment convivial. C'est pas mal, ça. Il y a accompagner ces enfants pour voilà. Ouais. Comment organiser un centre de loisirs en quelques mots? Alors, centre de loisirs, il y a une journée type, c'est pendant les grandes vacances. Alors, les grandes vacances, c'est commencer par un rassemblement, travailler beaucoup sur les règles de vie, les règles de vie, partout pour faire... Désolée.
désolée. Non, c'est pas vrai. Et donc, D'ailleurs, on vient de me dire, rassemblement, on l'invite plus. Oui, mais je vous l'avais tout dit. le temps, voilà. Je Désolée. rigole. Je rigole. L'Ulysse Oui. Blanc est toujours le bienvenu ici. Donc voilà, briefer les enfants toujours avec de vie, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est pour éviter de crier, de hurler sur les enfants. Ça, c'est les ateliers que nous proposons. C'est ça. D'accord, après cours, la cour quand il fait beau, s'il y a des sorties, on organise des sorties. Les enfants, alors les animateurs proposent leurs activités et les enfants choisissent, Tu vas voir. sachant qu'il y a plein d'activités. Voilà, après chaque animateur prend son groupe d'enfants. Voilà, C'est ça. et les enfants, voilà, je ne dois pas crier, je joue tranquillement. Si j'ai envie de faire pipi, je fais aux toilettes, je ne gaspille pas l'eau. Et partout, parce que les enfants se repèrent à travers ces dessins qu'ils font avec leurs animateurs et avec. Donc, ça ne sert à rien de crier, oh, mais qu'est-ce que tu fais? Viens me voir. Alors là, l'enfant, il ne sait pas lire, mais à travers le dessin, il lit, il sait très bien. Donc, il y a cette façon aussi de travailler. Et puis après, faire des pôles de jeu, faire pas plus d'1 heure d'activité artistique ou voilà. Puis la journée, elle passe avec ses activités artistiques et d'art plastique, manuel, jeux d'extérieur. Enfin, il y a plein de... Voilà. Il faut avoir le matériel, bien sûr, pour pouvoir dire qu'on a un centre de loisirs. Effectivement. Voilà. Et la Bon. façon aussi. Ça coûte cher Pour l'enfant 3 à 6 ans. La maternelle. Ici, là, en Algérie. Non, chez vous. Ah, c'est pas le même système, pas du tout, parce qu'ils prennent en considération le quotient familial déjà. Non, je parle d'ici. Ah, d'ici, c'est pas le même système. Vous avez dit. On s'en oui. fiche de la Voilà. France, Ah on ne oui. veut pas Non, savoir non. comment fonctionne la Mais vous France, on m'avez veut dit savoir là-bas. comment dit fonctionne là-bas. ici en Algérie, je veux dire. Vous aussi, regarde comment vous posez vos questions. Ah mais moi je pose pas de questions, moi je discute avec vous, c'est ça la différence. Bah, ça coûte cher, vous savez. Ce que je peux dire, que je suis beaucoup moins chère que mes voisins et voisines. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous T'as dise? entendu ça, Manette Doisy? Bah oui, je suis pas chez moi et puis voilà. Mais pourquoi la question de l'argent gêne toujours? Non, je gêne, non, pas du tout. Moi, je fais une C'était demi-journée. Allez, demi-journée 1000 dinars, toute la journée avec le repas, les activités 2000 dinars, avec tout ce que je propose. Pour le mois centre de loisirs, voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Mahrez, Moi je veux savoir combien coûte un mois de prise en charge d'un enfant chez vous. 19 000. Combien? 19 000 dinars. 19 000. Tout le mois, avec les sorties. Et De c'est 3 moi à qui 6 fournis ans. tout. Le matériel. Le matériel, Ouais, non, voilà, 19 000. Oui. Pour les externes, alors les enfants de mon école, les internes, 12 000. Je fais une réduction. Après, s'il y a deux Attendez, enfants... je comprends rien. Ah, Ça veut dire Attends. que les tarifs du centre de loisirs sont différents par rapport à ceux du... Voilà. Alors, non, attendez, ce que je veux savoir. J'ai un enfant. Bon, pour l'instant, j'ai un chat, donc je pense Ah, que... depuis le temps, et je vais vous votre dire- chat, il est toujours vivant, votre chat, depuis le temps? Oui. Oh là là. Désolée. Oh, j'ai fait une bêtise. C'est ma femme qui va vous tuer, vous savez. C'est elle, c'est le sien. Je suis désolée. Je suis désolée. Les chats vivent longtemps. Ouais. Je lui souhaite une longue vie. Inch'Allah. Oh, je m'en fiche, moi, du chat. C'est ma femme. C'est Inch'Allah. Madame, je suis désolée, je vous dis devant tous les spectateurs. Non, vous inquiétez pas. Elle est cool, ma femme. Non, mais en fait, c'est... Non, attendez, j'ai pas fini. Oui. Alors, nous avons un chat. Donc, dans le cas futur, j'imagine qu'on aura un enfant. J'espère, en tout cas. Oui. Alors, d'ici là, faut dire la vérité. Hein. Ben oui. On veut des On enfants. souhaite les enfants. On vit au XXIe siècle, hein, c'est compliqué aujourd'hui. Les enfants, je vais vous dire. Non, mais on y réfléchit à 40 fois avant de faire un enfant. C'est pas faux. Alors, du coup, non, écoutez, non, Oui, sérieusement. dites-moi. J'aurai un enfant. Oui, Je viendrai chez vous pour inscrire mon enfant qui a 3 ans. pour l'année. Pour l'année, bien Oui, sûr. Ça me voilà. coûtera combien? Pour l'année, c'est 24 000. Pour l'année, mais laissez-moi finir l'année parce que je ne fonctionne pas de la même façon. Eux, ils prennent l'année de septembre à juillet. août. Non, août. Les parents payent août, la plupart août, mais les centres sont Et août fermés. sans y aller. Oui, ils sont fermés, C'est pas mal, exactement. ça. Moi, je fais septembre, juin. Et après, si vous êtes en vacances juillet, vous n'êtes pas là, ben, votre enfant, vous ne payez pas. Vous êtes là pour 2 semaines, et ben, vous venez pour 2 semaines, pour une semaine, pour une journée. Vous êtes à le mois d'août, et ben, venez Non, mais le mois d'août. 24 000, j'ai les loisirs et, Oui. et la maternelle. Oui, tout Non, à non, fait. c'est 240 000, c'est pas 24 000. Ah, alors, en 240 dinars. 000 l'année. L'année, oui, je parle de l'année. Mhm. Oui. Oui, 24 000, il me pose, c'est- il Non, me vous avez pose la dit question 24 pour 000. là. Vous avez dit Ah oui. 24 000. Non, Bon. ça, j'ai compris. Voilà, et donc moi je pénalise pas les parents, d'accord? Jusqu'à quelle heure le choix?
Alors, c'est ça moi, qui est j'ai fait intéressant, parce que 18 beaucoup ans. critiquent les maternelles et les garderies, parce que 17h, c'est 17h, Non, sinon c'est de la mort. critique constructive. Moi, je suis là pour... Jusqu'à quelle voilà. heure Moi, c'est 18h30. Ah, c'est pas mal ça. Ben, c'est comme... Ah, c'est cool. Bon, je Non, parle c'est pas pas de comme là-bas tout le chez monde. moi. c'est... Ah, comme là-bas chez moi. Voilà. Non, toutes les écoles. Non, Eh, mais t'es- en Europe, c'est ça. 18h30, 18h30. mais Voilà, les- 18h30, Non, en les parents Algérie, travaillent. c'est 17h. Et nous, avec les encombrements, bonjour. Hein, Faut être tolérant. voilà, il faut être C'est tolérant. ça, ouais. Exactement. Ouais. Donc, journée, demi-journée, Mahrez, Elle c'est est comme ça, ça. maman, dans la vie, tous les jours. Oui, je suis Elle parle animatrice. beaucoup, elle... Animatrice. Ouais. Vous avez un frère, c'est ça? Oui, 2 grands frères. 2 grands frères. Ils ont quel âge et quel âge? Ils ont 27 et 24. 27 et 24 ans. Oui, Et elle, c'est la petite dernière. C'est la Oui. petite protégée, quoi. Camélia. Oui, Ouais. ma princesse. Elle vous manque? Beaucoup. Elle vous manque beaucoup. Oui. En même temps, ça doit discuter longtemps sur Viber, c'est ça? Tous les Ah, jours, Tous les jours. à tous les moments de la journée, quoi. non, Dès qu'elle s'ennuie, elle a un beaucoup de problème, temps. elle appelle Non, sa fille. pas tout le temps. Ouais. Vous avez Donc- pris votre fille pour une adulte. Il faut la laisser vivre un peu sa jeunesse. Et pour vous, vous habitez à Bouzréa, vous? Non. Ah, vous faites... J'habite à Bab Hassan. Bon, c'est pas... C'est pas non plus. Non, c'est pas moi, j'ai vrai. fait toutes mes études là, à Bouzarea, donc dans vous le, êtes dans le resté secteur. dans le même truc. Ah bah oui. Ouais. Ah bah on va dire que c'est une mektoub, hein. C'est exactement, ouais, c'est Ouais. ça. Exactement. Bon, bah, je vous souhaite à tous les trois beaucoup de succès. Merci. Merci de nous avoir accueillis. Bah, vous êtes chez vous, vous Merci. revenez quand vous voulez. Merci. C'est pas les vacances, hein, ici. Non. Non, maintenant, c'est- il n'y a plus de vacances jusqu'à les grandes vacances. On attend mois les grands. De jeu. On ne sait pas. Juin. Moi, d'en sait pas. Vous Si, connaissez si, moi, si. d'en sait pas? Non, Là, je connais c'est pas. le mois d'en sait Non, pas. c'est ici les écoles Ouais, on a tout publiques, cette année. c'est juillet. J'ai le brevet aussi. Donc Mais je sais pas. Non, Non, pas lui d'ici. par des. Il Ah, faut vous avez le suivre brevet Mohamed cette Zah. année? Brevet? Oui. Tranquille. Bah, bonne chance. Je suis sûr que ça va aller. Ouais. Vous voulez faire quoi au lycée? Je sais pas encore. La première Littérature, année, peut-être. c'est. Littérature. système. Ouais. Ouais. Parce que c'est pas encore. Je Ouais. sais pas. Bon, Général, et puis après, il se spécialise. d'accord. Vous avez envie de l'envoyer en S, c'est ça, en sciences? Non, pas du tout. Elle choisira. Mes enfants, ils ont toujours choisi. C'est pas moi de choisir à leur place. Non, Ouais. du tout. Non. Nous, on a été en scientifique par erreur. On a fini en littéraire. On est en enseignement supérieur. Pas comprendre, quoi. L'orientation en Algérie au niveau des lycées, c'est quelque chose. Est-ce Bon. que vous permettez juste On deux finit petites avec, secondes? oui. Justement, je voulais, par rapport au fonctionnement de mon école, le Lys Blanc, en fait, même s'il y a des parents, par exemple, qui veulent, enfin, ils ont des courses à faire, ils sont dans les parages, ils peuvent venir pour déposer leurs enfants, matinée, après-midi. Ah, c'est bien ça. Ben oui, c'est ça, c'est fonctionnement. C'est pour ça que je vous dis, je ne fonctionne pas de la même façon. De 3 à 6, hein? Voilà, de 3 à 6 ans. Oui. Et donc, d'où l'intérêt de faire demi-journée ou journée complète. Et pendant les vacances, moi, on est ouvert juillet, août, non-stop. Ah, c'est très bien. Alors, Voilà. du coup, juste le dernier mot. L'adresse à l'algérienne, c'est où? Bouzarea, 136 lotissement. Paranas. Pardon. L'adresse à l'algérienne. L'adresse à l'algérienne. Ouais, c'est quand What? on donne une référence boucherie. C'est-à-dire, il y a Ben l'ENS. Aventure. Ah, c'est à côté de Ah, l'ENS. Oui, d'accord. c'est à côté de Ah oui. l'ENS. La pizzeria, le NS à Ah droite, les oui, vendeurs ah de là, frites. ça, bon. C'est ça? bon, je C'est à vais- côté de C'est-à-dire, l'ENS? Non, qu'il y a non. un tournant juste avant l'école, juste avant le portail de l'école, le NS. C'est juste à côté de l'ancienne clinique Frida. Non, la clinique Frida, elle est collée à notre villa. Bah oui. Elle est collée. collée. Exact, Un c'est ce autre que C'est je- une, Bah. c'est une, C'est une bah, impasse. c'est une Eh ben école, c'est très voilà. bien. Merci à vous d'avoir Voilà. été là. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Rim Derich, Oui. bonne chance pour la Merci. suite. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Camélia, beaucoup de succès également. Bonne chance pour le brevet. Merci. Et bon retour en France et bon retour à Alger très prochainement, j'imagine. Madame Fatia Mahtout Edroug, merci encore. Merci. Bonne chance. J'aurais hein. aimé parler de Ah, ça va bon, aller. la prochaine fois. Voilà, ce que nous proposons aux On discute enfants. souvent. Voilà. Vous aurez le temps de revenir. Non, Vous avez- pour dire que. Vous aussi, aurez le temps de revenir. ah, j'espère. Voilà, merci En tout Mahrez, cas, pour vous cette, savez que c'est bientôt la fête de l'enfant aussi. Oui. Le 1er juin, journée 1er juin. internationale. Oui, 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 Ah oui, bah on voilà. l'a dit. Oui. On aura l'occasion de revenir. En plus, ce sera en plus pendant Ramadan. Tiens, on va voir si vous parlez autant. Ah, si. Avec 0 sucre dans le sang. Alors du coup, nous... quand même, ça n'empêche pas. C'est pas grave. Allez, nous, on se retrouve dans quelques instants avec qui? Avec Myriam Oussaïd. Elle va parler de plantes, mais ça, ce sera juste après cet hommage rendu à Nordine Ferrouchi avec Nassiba Jaïdir. Allons-y. C'est à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger qu'il a étudié et enseigné à ses étudiants l'histoire de l'art. Nordine Ferrouchi a tiré sa révérence. À cet artiste
qui aura marqué de son empreinte l'art pictural algérien, ses amis, ses collègues de travail et ses étudiants ont une pensée pour lui. Moi, je l'ai connu en tant qu'étudiant, je l'ai connu en tant qu'enseignant et je garde un très bon souvenir d'une personne très gentille, à l'écoute de ses étudiants. C'était un personnage qui était prenant et d'une sensibilité très très grande. J'ai eu la chance d'avoir comme étudiant d'abord les années 87-88 où il était rentré en première année et après dans le deuxième cycle pour faire le supérieur aussi. Que dire de cet garçon, combien gentil et combien sérieux, brave type, toujours égal à lui-même, discret, très toujours souriant, plaisant. Moi je l'ai vu la première fois ici dans cette école, arpentant les escaliers comme ça, monter dans les ateliers et faire son cours comme tous les profs. Moi je ne l'ai pas connu en tant qu'étudiant, mais arrivant déjà ici, ça m'est arrivé de parler de Nordine avec mon prof, surtout avec Kaderet Mouhad qui a travaillé avec lui son projet de soutenance et comment il a réalisé son travail et tout. Et je pense que en cette époque-là, je me souviens d'un certain travail ici quand il avait présenté son diplôme, comment il a travaillé dans ses roses et tout. Et nous connaissons bien le travail de Nordine Farroukhi. J'ai eu à connaître en fait Nordine Farroukhi d'abord en tant qu'enseignant. Il a été mon enseignant d'histoire de l'art. Donc comme je disais, Nordine Farroukhi a été celui qui a transmis son amour d'histoire de l'histoire de l'art à de nombreuses générations, à tous ses étudiants qui se sont succédés. Et Nordine Farroukhi était un excellent enseignant dans la mesure où il a toujours actualisé ses cours. C'est-à-dire que l'histoire de l'art chez Nordine ne s'arrêtait pas au 19e siècle ou au 20e siècle. L'histoire de l'art chez Nordine Farroukhi, dans l'atelier de Nordine Farroukhi, dans son cours, continuait jusqu'à l'ère contemporaine. Et donc il nous parlait aussi bien du mouvement Sabarin dont il faisait partie, qui témoignait aussi du mouvement Haouchem et de tous ces mouvements dont il a été acteur, pour lesquels il a activé, mais aussi qu'il a su capitaliser. Donc il a su capitaliser tout son savoir au sein de son atelier et en dispensant son cours d'histoire de l'art. Je me souviendrai toujours d'un bonhomme très rigoureux envers ses étudiants, d'une très grande disponibilité aussi. Même dans ses moments les plus difficiles, c'est-à-dire à la fin, il était toujours là pour ses étudiants qui l'encadraient. Ça, je m'en souviendrai. Comme artiste, je ne peux pas me targuer de dire que je l'ai connu, étant moi-même, je ne suis pas issu de cette école. Je suis arrivé ici comme enseignant. Tout ce que je peux dire, peut-être un mot sur l'artiste, c'est que, mais bien sûr c'est un avis de novice, pas de spécialiste, c'est qu'il avait une peinture, à mon sens, très interrogative et cognitive, avec une très grande épaisseur, qui se nourrissait de toutes les épaisseurs de notre histoire, parce qu'il y a beaucoup de signes, beaucoup de symboles, des équilibres sur le plan esthétique, la couleur notamment, mais elle reste pour moi très interrogative. C'est un artiste qui a laissé de très belles traces, des traces fortes et pleines de couleurs, pleines de belles choses. C'est pour nous une perte, quoi. C'est une perte incroyable. Et dans ce contexte-là, nous lui portons hommage encore une fois. Et nous soulignons, je vais souligner aussi ses qualités dans le domaine de la peinture, des arts plastiques, ses qualités dans la sculpture aussi, ses belles couleurs, son beau graphisme, son comportement, sa gentillesse. Il s'en est allé en ce début de printemps, en laissant derrière lui que de bons souvenirs. Une pensée, un devoir de mémoire aujourd'hui, pour cet artiste qui aura bel et bien marqué son passage dans cette prestigieuse école.
Une école où Nordin Farouchi y a mis toute son énergie et sa passion pour l'art. Ah, Nordin Farouchi, feu Nordin Farouchi, qui aura laissé une belle trace sur l'art algérien. Alors, du coup, bonjour, comment ça va bien? Très bien. Tranquille? Oui. Alors, du coup, avec vous aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler... Je sais que vous vous sentez seul parce que, oui, parce que votre voisine Sihem n'est pas là. Elle n'est pas là, oui. Oui, c'est pas grave. Alors, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du musée Bardot, qu'on connaît très bien, et dont je ne me lasse pas de parler. Et je conseille à tout le monde d'aller le visiter parce que vraiment, c'est un joyau, c'est un bijou. Et en plus, qui est vraiment en plein centre d'Alger, qui est accessible avec tous les moyens de transport. C'est vraiment, l'expression de dire, c'est la porte à côté. Et quand vous y rentrez, moi, je vous dis que c'est un bond dans le passé, c'est un pan d'histoire, c'est des murs qui racontent réellement un mode de vie et surtout un esprit qui est resté intact jusqu'au jour d'aujourd'hui. Du moment où on franchit les portes, on fait un bond dans le temps. Voilà, donc c'est pour ça que je m'intéresse surtout à le musée, donc le musée national du Bardot. Donc depuis 85, il est classé patrimoine, il est classé au monument historique, donc en Algérie. Et bon, il faut dire que c'est un musée quand même depuis les années 1930. Et autrefois, avant, c'était une demeure, c'était une villa d'été. Et par la suite, à la colonisation, c'était un Français qui s'est établi là-bas. Donc il y a eu quelques modifications, mais quand même qui n'ont pas touché le cachet de cette demeure. Et donc aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une balade. À chaque fois, on le verra différemment. Et donc aujourd'hui, on va essayer de le voir de notre angle. On regarde, Mahrez? Et on se retrouve juste après. Le musée du Bardot et ses jardins, c'est à découvrir. On va le voir dans quelques instants. Voilà. Yes. C'est pas mal. Alors du coup, sinon vous êtes bien baladé. Vous avez croisé Naïm? Non. Naïm, c'est le sous-directeur. Non. C'est un garçon exceptionnel. Non, je l'ai pas croisé. Vous avez croisé qui? En fait, j'ai croisé des écoliers. Donc, ah oui, ils viennent souvent, oui. Voilà. Parce qu'ils ont créé des ponts entre des écoles publiques et privées. Oui, oui. Et le musée. Le musée c'est patrimoine. Oui, c'est très intéressant, surtout d'amener les enfants dans ces lieux-là, histoire déjà découvrir l'histoire, découvrir l'architecture. Et en même temps aussi, comme vous avez bien dit, Mahrez, il y a le côté jardin. Donc, il y a vraiment un beau jardin qui abrite des espèces végétales assez rares, donc exotiques aussi. Donc vraiment, il y a le mélange d'histoire, de jardin, de nature. C'est vraiment un lieu magnifique à voir. Donc voilà. Alors on devrait voir le... Allez, on y va. Bah, c'est parti. Ça y est. En immersion au musée national public du Bardot, signé Myriam Oussaïd. Situé au centre d'Alger, le musée national du Bardot est un lieu incontournable dans la visite d'Alger-la-Blanche. Ce lieu fut édifié à la fin du XVIIIe siècle par un riche notable. À l'époque, l'édifice servait de villa d'été aux propriétaires qui recevaient les riches notables comme invités. À l'époque de la colonisation française, cette villa subit quelques transformations et extensions, mais toujours en gardant le cachet du style mauresque. C'est en 1930 que la villa fut transformée en musée. Et depuis 1985, le musée national du Bardot est classé monument historique. En visitant ce lieu, vous ferez une balade dans le passé, où le raffinement et l'ingéniosité étaient un art de vivre. Entre terrasses et patios, fontaines et jardins, il se dégage de ce lieu une sérénité apaisante. Le musée est souvent pris d'assaut par des écoliers qui viennent visiter ce lieu et apprécient la sortie avec les amis dans un lieu peu commun.
Qu'est-ce que tu es venu faire aujourd'hui ici? On est venu regarder les ossements et les pierres et les différentes pierres de ce musée. D'accord. Et ces pierres, elles datent de quand? De la préhistoire. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce musée? La chose qui m'a plu, c'est la préhistoire. Quand on a vu les pierres et les os d'animaux. La chose qui m'a plu est les ossements des animaux et les crânes qu'ils ont trouvés d'une femme et comment ils ont pu faire des instruments de musique. J'ai beaucoup aimé surtout leur grande terrasse et les chambres sont très très jolies aussi. Et voilà. Ils sont beaux, hein? Ouais, ils sont les adorables. enfants, c'est l'avenir. Ah oui, ah oui. Il y a, alors? Et donc, balade très très enrichissante pour ces enfants parce que dans le musée national du Bardo, donc il y a cette demeure qui est restée un musée où il y a tous les anciens objets donc de l'art de vivre à la mauresque. Il y a aussi donc un côté qui a été aménagé, vous le savez, donc c'est tout ce qui est préhistoire. Et en même temps, donc il y a aussi une très très belle exposition qui dure depuis à peu près plus d'une année. Donc ce sont les instruments de musique africains. Donc une balade pour les enfants, c'est vraiment, on va dire, c'est passer d'une chose à l'autre. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. On voit la préhistoire, ensuite les instruments de musique, on visite un peu l'Afrique et on revient vers notre histoire, notre tradition. Ce qui dispose de 3 espaces complètement différents. L'espace exposition, c'est la galerie. Vous avez le palais, donc l'espace patrimoine, la cour des marbres et ce que vous nous avez fait visiter de manière remarquable d'ailleurs. Et vous avez la partie jardin qui est un jardin public, parce que pour tous ceux qui ne le sauraient pas, il y en a beaucoup, qui habitent juste en face et qui ne le savent pas, vous pouvez accéder gratuitement et aller dans le jardin, prendre un livre et passer votre journée. Personne ne viendra vous embêter. Ah si, juste le couple de perruches. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Embêté mais agréablement, donc voilà. C'est cela. C'est vrai que c'est un lieu vraiment magnifique à vivre et voilà, vraiment, c'est pour ça qu'il est très accessible. Vraiment, on peut aller visiter Alger. On a un cachet très particulier, mais sans s'éloigner. Voilà. Et la seule parenthèse que l'on ouvrira, mais qui concerne l'ensemble des musées, c'est pourquoi les musées sont fermés le vendredi. Oui. Alors qu'on sait tous que normalement, un musée, ça devrait travailler hors horaire de travail aussi. Tout à fait. Après 17h pour permettre au maximum d'y assister et de pouvoir aller faire un tour. Et le vendredi, c'est un jour qui est férié, quoi. Donc, tout à fait. Parce qu'il faut penser aussi que les enfants sont scolarisés, que le seul jour où on a envie de les sortir, de leur faire une sortie culturelle, c'est le week-end, c'est le vendredi ou le samedi. Ouais, voilà. C'est ça. Et un musée qui ouvre aux heures administratives, c'est mignon, mais tout le monde est à l'école, au boulot, aux heures administratives. Voilà. Mais sinon, on salue l'ensemble du personnel, ils sont exceptionnels, du directeur. Oui, effectivement. Donc vraiment, chapeau bas pour ils sont magnifiques. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Mahrez. Prenez soin de vous. Merci. Et quant à nous, on se retrouve dès vendredi prochain. Inch'Allah. D'ici là, camarades, pas la peine de vous détester, il y en aura toujours d'autres qui le feront à votre place. Et le combat continue. Ciao. Ciao.